Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ici et d'ailleurs, le podcast où on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle mindset, tout ça avec bienveillance. Toujours de la bienveillance. Nous mettons en lumière des personnalités au parcours inspirant, avec une vision de l'entrepreneuriat, une histoire à nous raconter. Aujourd'hui, nous recevons Sonia, la CEO de la startup Use My Feed, une application innovante et que j'ai trouvée franchement passionnante. Bonjour Sonia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en moins de 30 secondes ? En moins de 30 secondes, je vais essayer Ça va de être te dur, faire hein, c'est ça. pour ça que je te donne le chrono de 30 secondes. Alors moi c'est Sonia Bendiv, je suis la CEO de la startup Use My Feed. Donc ma mission est de connecter les petites marques, les grandes aussi, mais principalement les petites marques avec les influenceurs locaux. Eh ben, on a fait, je crois, même en moins de 15 secondes. Voilà. Non, parce que je sais que tu as beaucoup d'énergie, tu es rayonnante, tu aimes beaucoup parler, donc c'est pour ça que j'ai réduit le créneau. De toute manière, on va apprendre à te découvrir tout au long de ce podcast. Et pour commencer, comme le veut la tradition, je t'ai envoyé il y a quelques jours une citation sur laquelle tu as porté une réflexion et que tu vas nous dire ce qu'elle t'évoque, à quoi elle te fait penser. Alors je vais vous la lire. J'ai pas réfléchi plus que ça, on va le faire en... Mais comme tu es quelqu'un de Voilà. spontané, Alors, exactement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, quand j'ai reçu ta citation, je me suis dit waouh, il y avait beaucoup de difficiles dans cette citation. Et entreprendre, de toute façon, c'est difficile. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, enfin, ce que ça m'a évoqué, en tout cas, et ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est qu'en fait, quand on est face à une difficulté et qu'on la laisse, on a tendance à laisser, on priorise, mais on a tendance à dire bon, attends, ça je le laisse de côté, je vais plutôt aller sur quelque chose de facile et ça je vais le gérer plus tard. En fait, de laisser une difficulté sur le côté, de ne pas l'affronter par peur. C'est souvent la peur qui va nous faire un petit peu soit reculer, soit être tétanisé, soit la fuir. Cette difficulté peut devenir beaucoup plus grande. Donc moi j'ai pour habitude de, même s'il y a des choses qui sont difficiles, même si on n'a pas envie forcément de tout traiter dans la même journée, de gérer mes émotions et de les traiter une à une quand même et de les affronter. Et je me sens bien mieux quand j'ai affronté les choses difficiles. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que des fois on a un niveau de stress qui est très important. Et en fait c'est souvent parce qu'on a laissé les difficultés un peu sur le côté, ou ce qu'on a envie de faire un peu sur le côté qui nous paraît difficile, et finalement juste de le faire ou de le noter, ça fait descendre la pression au niveau de la difficulté. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai retenu, et après forcément je pense que même si c'est difficile, même si notre rêve nous paraît loin, faut faire preuve d'audace, de courage, et de toute façon il faut y aller, on n'a qu'une vie. de toutes les belles valeurs Voilà. qui font d'un entrepreneur à succès. C'est ça, je pense. Mais pour Et rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a... Alors, j'ai plus la personne en tête, mais je sais que c'était un entrepreneur qui a dit que les bateaux sont plus en sécurité au port, mais ils n'ont pas été inventés pour rester au port. Ouais, c'est vrai. En gros, effectivement, il y a peu de personnes finalement dans le monde qui réussissent, mais ces peu de personnes, elles ont tous un dénominateur commun, c'est qu'elles ont affronté des difficultés et qui ne sont pas arrêtées, en fait, qui sont sorties de cette zone de confort. Donc je pense que ça peut rebondir sur ce que tu disais par rapport aux choses difficiles. C'est ça. Je pense qu'il faut de toute façon sortir de sa zone de confort à un moment donné, même si quand on arrive à la zone de confort, on est sorti déjà d'une zone de confort, on se dit, donc on peut y rester un certain temps, mais il faut sortir de sa zone de confort de toute façon pour apprendre, pour grandir, pour progresser, et surtout quand on sort de sa zone de confort très fort, là, comme j'ai dû le faire à plusieurs reprises, on apprend sur soi. Alors c'est dur d'apprendre sur soi et de connaître, d'apprendre à ses limites, parce qu'on a envie d'être toute... moi j'ai envie d'être une machine, moi. Pour moi c'était je suis une machine. Et en fait en apprenant sur soi, on se rend compte qu'on n'est pas une machine, qu'on est un être humain, qu'il faut prendre soin de soi, mais qu'à la fois on est capable de faire des choses fantastiques. Et moi j'ai pour habitude de dire que oui c'est difficile, oui on a envie d'abandonner tous les jours. Même toutes les 5 minutes, il y a des journées où toutes les 5 minutes, tu veux abandonner. Tu dis, c'est bon, j'arrête. C'est bon, là, c'est bon, c'est bon. Parce que c'est pas toi le problème. C'est souvent les gens avec qui tu travailles qui ne font pas ce que tu veux, toi, qui ne mettent pas en place ta vision comme tu le veux, à l'heure à laquelle tu le veux, etc. Et finalement, à chaque fois que j'ai eu envie d'abandonner, que c'était super dur, je me suis dit, OK,
moi j'ai envie d'abandonner. C'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui me disent ouais c'est dur, etc. Je dis écoute-moi bien, quand tu as envie d'abandonner, il y a déjà un wagon de personnes qui sont en train d'abandonner. Il y en a un autre ils n'ont pas commencé. Et c'est à ce moment-là, si tu te raccroches au fait qu'il y a un wagon à la même minute qui est en train d'abandonner dans le même business que toi, il faut que tu fasses le petit effort pour rester dans le game. Et il y a un moment donné où, où le produit il est là, où ton succès il est là. En tout cas, tu as avancé. Puis on oublie souvent de regarder en arrière et de voir tout le chemin qu'on a accompli. Et c'est vrai que quand on a cet effet tunnel, moi, pour le coup, ça m'est souvent arrivé d'avoir cet effet tunnel, d'être pris dedans, de me dire ça avance pas. Pareil, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Et des fois, c'est bien de prendre un peu de hauteur, de regarder derrière soi et de dire ah ouais, en fait, voici le chemin que j'ai parcouru. Et on n'a pas conscience souvent de tout ce qu'on a créé, tout le chemin parcouru, et qui est long et sinueux, et souvent rempli de difficultés qu'on a déjà passé. Et ça nous rebooste et dire ok, c'est bon. Je continue. Ok, oui, ça c'est vrai que moi c'est un de mes défauts. En fait, on va chercher toujours l'objectif qui est en face de nous. Il y en a toujours un. De toute façon, on est des créatifs, donc forcément, on va t'inventer un nouveau business toutes les 2 secondes. On va toujours chercher un nouvel objectif. Et ce que j'ai appris à faire avec cette société que je ne faisais pas avec l'autre, c'était tellement difficile que chaque petit pas, je le célébrais. Alors des fois, je le célébrais toute seule. Des fois, je le célébrais en passant un coup de fil. Mais juste, je me disais, je me félicitais. Parce que oui, on va chercher un autre objectif. On se dit, j'ai rien fait en fait. Non, t'as pas rien fait. Et moi, c'est ma mère qui me dit souvent, quand je dis, elle me dit, non, mais en fait, regarde d'où tu viens, quoi. Regarde d'où tu viens, écris ce que tu as fait. Et j'ai un entrepreneur qui m'accompagne, qui me dit, arrête de te comparer. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'as rien fait parce que tu es en comparaison avec ce que tu lis sur LinkedIn, avec ce que les gens te racontent, avec ce que tu vois, qui n'est pas forcément une réalité ou qui est leur réalité, mais qui n'est pas la tienne. Et toi, tu dois vraiment te positionner en fonction de où tu étais, où tu vas et où tu veux aller. Et ça te fait redescendre et il faut se célébrer, quoi. Oui, moi, c'est un conseil que je donne aussi régulièrement aux jeunes entrepreneurs, capitalisez sur tout ce que vous faites. Même la plus petite réussite, capitalisez dessus, soyez-en fiers. Elle amène à une autre réussite un peu plus conséquente, mais capitalisez, ne minimisez pas vos réussites. Ouais. Souvent, c'est le conseil que j'essaye de donner. Même si on a l'impression qu'elles sont minuscules, on a fait un pas, on est rentré dans le game. Mais c'est toujours un pas de plus que ceux qui ont abandonné à la même minute. Exactement. C'est ce que je pense. Ok. Voilà. Merci Sonia pour ce témoignage. Et ça met en lumière toute ta spontanéité aussi. Parce que juste avant, tu m'as dit, j'ai pas réfléchi. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, c'est tortueux comme sujet quand même. Tu vois. Mais tu as passé l'examen avec brio. Super et merci beaucoup. On va commencer du coup par rapport à notre connaître. Ton passé, ta jeunesse, ton cursus pour arriver jusqu'à aujourd'hui, une CEO d'une start-up. Donc avant d'arriver ici, quelle a été ta jeunesse, comment tu as grandi? Alors moi je suis l'aînée d'une très grande fratrie. L'aîné est le pilier d'une très grande fratrie. Alors comment j'ai grandi? J'ai joué 10 ans au foot. J'ai grandi en bas comme tout le monde, comme pas nos enfants. Nos enfants ne sont pas en bas, mais nous on a grandi en bas. Je suis restée beaucoup avec des garçons principalement. Donc c'était ma vie, c'était on descend, on va jouer au foot et je m'occupe de mes frères et sœurs et du ménage. En gros, s'il fallait résumer ma vie. Ensuite, j'ai eu un passage un peu délicat. J'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance. Donc j'ai pas choisi ma scolarité plus que ça. J'ai été à l'école de foot et on m'a mis en BEP. On dit que c'était normal. Donc d'accord. Donc je suis partie en BEP. À l'époque, j'avais pas le choix et pour moi, j'étais, de par mon passé et mon histoire, pour moi, j'étais quelqu'un de très bête. Je pensais que j'étais bête, que j'avais pas de qualité, pas de compétences, j'aurais jamais le bac. C'est quelque chose d'inaccessible pour moi, voilà. Et donc du coup, on m'a mis en BEP et en BEP, j'ai une révélation, c'est-à-dire que j'ai été première de ma classe. Ça a été la révélation de ma vie puisque je ne suis pas allée le chercher, voilà. Et du coup, j'ai dit waouh, ça m'a validée. J'ai longtemps eu besoin de la validation de 2 choses. Des notes. Quand j'ai été première de la classe, ça a été une des validations dont j'ai eu besoin pour me construire en tant qu'enfant. Et la deuxième validation, c'était la balance. La balance, le poids. Ça a été 2 validations qui m'ont beaucoup, sur lesquelles je me suis appuyée.
Et en fait, donc j'ai eu mon BEP. Et là, on m'a dit, tu vas aller en baccalauréat parce que tu es première de ta classe. Ok, je suis allée en bac, d'accord. Donc j'ai été première de ma classe, j'ai eu mon bac. Et après, j'ai pu aller en BTS. Il y avait 3-4 élèves admis en BTS seulement. Parce que l'objectif du bac pro, c'est d'aller en cours, enfin d'aller travailler. Et là, moi, j'avais tellement ancré en moi le fait que j'étais bête et que je n'étais pas capable. Je me suis dit, non, je ne suis pas capable d'aller en BTS, je refuse votre place. Et je ne sais pas pourquoi, et je m'excuse par avance, parce que c'est comme ça que je le pensais. Et on m'avait donné une info. Moi, j'ai grandi à travers les adultes, ce qu'on me racontait, j'y croyais en fait, tout simplement. Et on m'avait dit, les gendarmes sont bêtes. Et je me suis dit, comme je suis bête, j'arrête et je vais être gendarme. Et je rigole pas. D'accord. Donc je me suis préparée au concours de gendarme de sous-off que j'ai eu. Et là, il y avait 1 an d'attente, 2 ans d'attente pour entrer à l'école. Et le gouvernement fait fermer 50% des écoles. Et donc là, le gendarme m'appelle et il me dit, il faut que tu ailles en BTS. Il y a 2 ans d'attente, il n'y a plus 1 an d'attente, vas-y vite. Donc il me sauve un peu la vie. Et je rentre en BTS finalement. Donc 1 an après, je fais cette coupure-là, je rentre en BTS. En BTS, ça va très très bien se passer. C'est très important d'aller passer un BTS, je trouve. Moi, j'ai fait MUC, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, c'est management d'unité commerciale. Parce que même si on est en bac pro, c'est la marche la plus difficile. Et quand on a passé cette marche-là du BTS, on peut tout réussir. Donc j'ai passé le BTS, c'est là où j'ai appris ce que c'était le marketing, parce qu'à la base, je n'étais pas dans cette filière-là. Et je suis tombée amoureuse du marketing, tout simplement. Après le BTS, du coup, je suis partie en licence entrepreneuriat. Voilà. Et là, il y avait 2 choix après la licence entrepreneuriat. Soit je montais mon business, soit... j'ai toujours travaillé à côté, par contre, pour payer mes études, etc. Vu que moi, j'ai été très vite, à 17 ans, j'ai eu mon appartement, etc. Et donc, il y avait soit je monte ma société, alors que personne n'avait une société dans ma famille, rien du tout, personne n'avait le bac. Et moi, dans ma tête, c'était ça. J'avais 3 rêves. Partir à New York, monter une société, avoir un enfant. Voilà, c'était mes 3 rêves. Et c'était quelque chose pour moi d'inaccessible, mais c'était mes 3 rêves. Et du coup, c'était soit ça, soit j'allais en master. Et le papa de ma fille, qui est aujourd'hui le papa de ma fille, m'a dit non, monte ton entreprise, c'est bon, on va pas encore aller en master, ça s'arrête plus, tes études et tout ça. Et orientée par lui, j'ai pris la décision de ne pas aller en master. Donc j'ai gagné un concours dans un concours d'école. Voilà, ça peut être un concours que toi tu mènes, comme quoi il faut participer au concours de l'école. J'ai été première parmi 400 ou 500 élèves et ils m'ont dit tu veux aller où ? Je parlais pas un mot d'anglais, je leur ai dit New York. Je suis partie à New York. Génial. Je suis revenue, j'ai créé mon business avec un crédit. Alors j'étais stagiaire dans une banque, ils m'ont fait mon crédit. J'avais pas un rond. Et j'avais 2 gros magasins. On faisait de la mode pour les hommes et les femmes, de l'art, etc. Donc là, à ce moment-là, tu as réalisé 2 de tes rêves sur 3. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai ouvert ce magasin avec un crédit, un truc un peu improbable quand même. Mon banquier m'a fait confiance. Et rapidement, j'ai eu 2 magasins. Donc, on était super jeunes. Hein. Je ne connaissais pas la gestion. J'avais une licence, mais la gestion... Donc, tu l'avais monté avec le papa de ta fille, c'est ça ? Oui, avec le papa de ma fille. À l'époque, on n'avait pas les gars. Elle n'était pas née encore. Donc, on a monté ce premier magasin. J'ai ouvert très rapidement un 2e magasin. Je voulais toute la rue, forcément. Il ne fallait pas s'arrêter là. Et très rapidement, j'ai fait le tour de mon business. Et je me suis dit, non, je vais aller en master. Je voulais mon master. En fait, je trouvais que c'était dommage j'avais mis en place tout ce que j'avais appris. Je n'avais pas un grand réseau pour apprendre des autres à l'époque. Et en plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux, vraiment. Il y avait Facebook et tout, mais il n'y avait pas tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui sur les réseaux. Et je me suis sentie limitée dans mon propre business en me disant, OK, j'ai tout mis en place, la carte de fidélité, le ci, le ça. Il faut que j'aille chercher plus. Et donc, j'ai dit, je vais faire un master en même temps que j'ai mes entreprises. Donc, j'ai été prise en master. Et donc, voilà. Entre-temps, j'ai eu Léa pendant mon master. Donc, j'avais une entreprise, mon master et mon bébé dans le ventre. Et Léa est née. Et voilà, ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de beaucoup de gens. Et quand Léa est née, avec le papa, ça s'est arrêté très vite. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout perdu. Alors, je venais de perdre mon père. J'ai perdu mon compagnon de 14 ans de vie commune. Hein. 14 ans, c'est pas rien. On s'est rencontrés à 15 ans. Ouais. La petite année, et là, ça a détruit... c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Mais nous, ça a détruit notre couple. Donc, c'est pas elle, c'est la situation. Et du coup, je perds tout.
Donc mon père, je perds le père de ma fille qui était l'amour de ma vie. Et je perds mes magasins et j'ai un enfant devant moi qui pleure. Et ça a été compliqué parce que j'étais diplômée. Moi, je voulais conquérir le monde. Et finalement, j'avais ce bébé-là dans les bras qui pleurait. Et il fallait que je m'en occupe, quoi. Donc, c'était une période très difficile pour moi, puisque finalement, on passe de mon rêve à attends 2 secondes. La réalité, elle est pas si simple. T'as fait un up and down. Ça a été difficile pour moi, et parce que j'ai élevé ma fille toute seule après. Et ça a été difficile parce que j'avais bébé, j'avais pas de moyen de garde, j'avais plus un sou et j'avais plus de business. Et donc tout ce que tu construis à la force de travail, moi j'ai été placée à la DAS, on m'a rien donné, et il y a d'autres gens qui sont pas placés à qui on donne rien, pas de problème. Mais tout ce que j'avais construit s'effondre. S'effondre d'un coup. Voilà. Et tu perds, moi je perdais mon père en même temps, je perdais quand même le père de ma fille qui était mon pilier aussi. Et là, ok, je me retrouve avec cet enfant qui pleure et qui ne fait que pleurer d'ailleurs. Et il faut avancer. Donc après, on a avancé, pas à pas. C'était très difficile. Mais je pense que ça a bien pris 9 mois avant que je comprenne ce qui arrive. Et après, il y a un moment où, moi, c'est le conseil que je donne aux personnes qui se retrouvent comme ça dans une tornade où on a l'impression qu'on n'a plus rien, mais en fait, on est obligé de rester debout parce qu'il y a un bébé, en fait. Donc, je veux dire, on peut pas... tu peux pas... Tu peux rien faire. Au fond du trou et rien t'es faire. au fond du trou, mais il est quand même là. Donc, tu peux pas rester inactive. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a un temps qui est nécessaire. Et moi, ce que j'ai fait, et c'est ce que je conseille aux personnes qui sont dans une tornade, c'est que j'ai mis des panneaux chez moi, immenses, où j'ai marqué « Qui tu es maintenant ?» puisque je n'étais plus cette femme sans enfant. J'étais quelqu'un d'autre, mais le passage... On dit que les mamans, c'est magique, l'amour, etc. Moi, j'adore ma fille, mais ça n'a pas été si simple pour moi. Ça n'a pas été l'avalanche de l'amour quand elle est née. Non, pas du tout. Donc, ce passage-là de dire « Ok, en fait, il faut que tu acceptes maintenant que tu es Sonia, mais que tu es aussi une maman. Et qui tu es maintenant ?» Donc, qui tu étais hier, mais surtout qui tu es maintenant. Et je l'écrivais tous les jours, j'écrivais un petit mot dès que je sentais un petit mot. Quelles sont tes qualités ? Et sur quoi tu peux t'appuyer ? Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais quand on est dans ce mode un peu dépressif et qu'on a un bébé qui pleure dans nos têtes, ça fait du bruit, ça fait beaucoup de bruit. En fait, on peut s'appuyer sur des personnes, mais on les a oubliées, on les voit plus. Et en fait, petit à petit, dire « Ah, mais attends, j'ai cette personne dans ma vie. C'est moi qui l'ai oubliée, en fait. C'est moi qui ne l'appelle plus. » Et du coup, en marquant sur qui tu peux t'appuyer, sur tes qualités intrinsèques, tes talents, et t'en as. N'importe qui, tout le monde a un talent, a quelque chose. Moi, je sais pas dessiner, je suis pas une artiste, mais on a tous quelque chose. Et le fait de l'écrire et de l'afficher et de marquer où je veux arriver, et de le marquer dans la maison en grand, ça veut dire que tout le monde potentiellement, pas beaucoup de monde qui rentre à la maison, mais peut voir qui je suis. Moi, ça m'a guérie, et c'est comme ça que je me suis dit ok, bon, maintenant on va aller là, et on est allé là. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre en place une stratégie atteignable, et voilà, et c'est comme ça que moi après j'ai trouvé un moyen de garde. Et j'ai dit maintenant c'est ok, il n'y a personne qui va venir te sauver, tu vas au charbon. Et j'ai trouvé un super poste qui au début était un petit poste, je ne suis pas allée travailler pour l'argent au début, c'était chargé de clientèle. Et j'étais peut-être surdiplômée soi-disant pour ce poste-là. Mais en tous les cas, sur cette aventure-là qui a duré 7 ans, j'ai construit un business avec le créateur de cette boîte qui était fantastique. Et j'ai rapidement été responsable d'agence. Et voilà, j'ai pu m'éclater. Mais il y a des passages qui sont pas si simples. Simples. Là, je voudrais juste revenir sur un point culminant. Là, tu nous as parlé de ton process pour ressortir la tête de l'eau. Mais quel a été le point clé où tu t'es dit, là maintenant, il faut que je retourne au charbon, il faut que je sorte de ce down et que je remonte? Si je veux être très, très, très honnête, il a été au moment où je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre. Ok. Et là, en fait, je me suis dit, c'est trop. Et je me suis tournée vers ce bébé qui dormait et je me suis dit, mais je fais quoi d'elle, quoi. Et le lendemain, j'ai dit, non, tu peux pas. Et le lendemain, je suis allée chez le médecin et j'ai dit, c'est ok. Il n'y a personne qui va te sauver. Tu es aujourd'hui ce que tu es.
tu n'es plus celle que tu étais hier et que tu kiffais et que tu as mis du temps quand même à construire, tu vois. C'est pas comme si d'un coup on m'avait ouvert une boutique où j'avais été super aidée, enfin, tu vois. Et du coup, moi, et c'est là où en fait aussi après tu grandis. Moi, j'étais mon entreprise. Donc quand je perds mon entreprise et j'étais mon couple, quand tu perds ton entreprise, ton couple, en fait, tu te perds toi-même. Je ne savais pas qui j'étais, moi. Moi, j'étais cette fille qu'on disait hyper spontanée, hyper déterminée. C'était vraiment persévérante. C'est les 3 mots que tu peux avoir chez moi. Je suis toujours cette fille-là, mais je ne savais pas vraiment qui elle était. Je fonçais tête baissée vers des objectifs. C'était mes peurs qui ont fait que j'ai réussi tout ça. Ça a toujours été parce que j'ai eu peur de manquer de nourriture, qui a fait que j'ai soulevé des montagnes, voilà. Mais finalement, le fait de m'être retrouvée toute seule face à cette... je me suis vraiment dit, je vais sauter par la fenêtre, vraiment, parce que j'avais tellement mal à l'intérieur de moi qu'il fallait que le sol me fasse mal pour que je puisse pour que ça s'arrête. Pour rebondir. Je pense que j'avais besoin de cette gifle au niveau du corps entier. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, hein, et ça fait quand même pas mal de temps, ma fille a 9 ans, mais je m'en rappelle comme c'était hier. Et quand je me suis retournée face à ma fille qui était en train de dormir, là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais d'elle? Et là, j'ai dit, oh, là, ça va pas. Je suis allée chez le médecin, je lui ai expliqué, avec transparence, sans peur qu'on me l'enlève et tout ça. Moi, j'adorais ma fille, mais je lui ai dit, c'est pas possible, je peux pas avoir une pensée qui vient comme ça, au point que si j'avais m'étais pas tournée, je serais sur le sol du 3e étage. Et là, il m'a dit, ok, il m'a expliqué ce qui se passait. Je suis rentrée chez moi, j'ai acheté des panneaux où j'avais des panneaux, j'ai mis ça, j'ai commencé à écrire et j'ai dit, en fait, personne va te sauver, personne ne m'a jamais sauvée, personne ne sauvera personne, on n'a pas besoin d'être sauvé, il faut se sauver soi-même, ok, on a besoin des autres, il n'y a pas de souci, on a besoin des mains tendues, et moi je suis la première, s'il y a quelqu'un qui a un problème, vous m'appelez, si je peux aider, j'aide. Mais ces panneaux-là que j'ai toujours à la maison, c'est là où je me suis dit, ok, et après on va prendre étape par étape. Quels sont les freins? Quel est ton rêve aujourd'hui? Comment tu peux faire avec cet enfant? Et quels sont les freins? Parce qu'avec un enfant, c'est un Pikachu. C'est trop mignon. C'est un petit Pokémon qui te suit partout. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un Pokémon vivant. J'adore Pikachu. Regarde. Voilà. Je ne sais pas s'il m'a inspiré aujourd'hui. J'ai toujours adoré ce petit Pikachu. Mais il est vraiment là. Il s'arrête pas, il te pompe une énergie, il pleure, et moi, il dormait pas. Et en fait, tu te dis, bon, ok, quels sont les freins pour la nouvelle étape? C'est pas la nouvelle Sonia, parce que j'en étais pas là psychologiquement, c'est la nouvelle étape, c'est-à-dire nourrir cet enfant. Comment je fais pour... On en était là. Il y a plus la pyramide de Maslow. Ah. Alors, elle n'était pas très, très haute. On venait de monter les business. Ça faisait que quelques années. On avait un crédit, tu vois. Donc, on n'était pas monté super haut dans la pyramide. Mais là, je revenais aux bases. Comment je nourris cet enfant? Comment je me nourris? Comment je la fais garder? Comment je dors, parce qu'il fallait la faire garder pour dormir, elle ne dormait quasiment pas. Moi, je suis un peu hyperactive, donc je ne raconte pas. Les 2 qui ne dorment pas, c'était le why à la maison, parce que je ne dors pas beaucoup. Et finalement, en mettant un premier objectif qui était, c'est quoi mes freins? Premier objectif, c'est arriver, écoute bien d'où je pars, à mettre cet enfant à la crèche. Pour moi, ça me paraissait, avec la fatigue que j'avais, je la prends, je la mets à la crèche et j'arrive au bureau à l'heure. Waouh! Pour moi, c'était un truc, et je disais, je te jure, à la dame de la crèche, mais je te jure, hein, comment vous faites pour poser votre enfant à la crèche et venir travailler? Pour moi, ça me paraissait insurmontable. Et finalement, elle m'a dit, mais tu vas y arriver. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Et j'ai eu un poste de cadre de dingue après derrière, où je me suis éclatée. Et ma fille, par contre, ma fille est toujours venue au bureau. Elle n'a jamais été malheureuse. Si elle devait venir aujourd'hui, elle serait venue. Au contraire, elle aurait préféré venir. Elle a toujours fait partie. J'ai toujours travaillé et j'ai toujours fait attention là-dessus. J'ai toujours beaucoup travaillé, toujours. Parce qu'elle a 9 ans, je l'élève toute seule. Donc j'ai toujours beaucoup travaillé, mais jamais aux dépens de mon enfant. C'est pour elle que je travaille. Donc dès qu'il y a un déséquilibre, je me dis, Sonia, ce n'est pas aux dépens d'elle que tu travailles, c'est pour elle. C'est pour moi aussi, attention, mais c'est pour elle. Donc j'ai toujours cet équilibre-là où quand je travaille et qu'il y a beaucoup de travail, elle se met à côté de moi et elle m'invente une entreprise, par exemple. Et on bosse ensemble. Et quand elle me dit, maman, c'est ma semaine, j'ai une semaine dans l'année, tu poses ton téléphone. Je pose mon téléphone. C'est dur, mais je le pose. Maman, c'est ma semaine. Et voilà. Et quand on me dit, mais tu travailles beaucoup, c'est pas bon pour ton enfant, tu travailles le week-end.
Oui, mais c'est la réalité en fait. Et je dois nourrir cet enfant déjà, et je dois me nourrir moi, et m'épanouir moi. Et ma fille, elle a toujours été là. Et puis avec lui moi. construire un avenir. Lui construire un avenir. Et de toute façon, elle me connaît que comme ça. Donc pour elle, Oui, ça fait partie de toi, c'est ça toi. fait partie de moi et elle me motive. Bravo maman. Hier, elle était avec les stagiaires qui étaient avec moi. Quand il y a un stagiaire, il m'a dit oui, alors on va aller chercher tel objectif. Elle était dans la pièce à côté et elle crie et allez chercher les contrats. Voilà, donc elle me motive aussi, elle fait partie intégrante et c'est parce qu'elle est là finalement. On pourrait penser que quand un enfant il arrive, c'est la catastrophe, mais en fait c'est parce qu'elle est là que j'en suis là. J'en serais pas là. Voilà, elle te donne une énergie, une De folie, dingue, ouais. une voilà, tu t'es face à elle, tu te dis c'est bon, j'y vais. Voilà. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et je te rejoins un peu, je te comprends un peu parce que je suis un peu dans le même objectif. Hein, je travaille beaucoup aussi et on le fait pour ses enfants, pour leur construire un avenir, pour la suite. Mais c'est vrai que c'est difficile la gestion, travail, business, le temps que ça prend et le temps à leur consacrer. Mais bravo franchement. Et l'énergie que ouais. tu as, en fait, le fait d'être vraiment là physiquement, t'es là physiquement, mais mentalement, des fois, t'es dans ton absent. business Ouais, ou t'es, ouais. attends, lui m'avait dit ça, il y a peut-être lui. Donc j'ai toujours incarné, mais on n'est pas parfait. Et elle me le reprochera certainement à un moment donné de me le Personne dire. n'est parfait. Voilà, on fait comme on peut. Moi, j'ai tout le temps. Il n'y a pas de bons, de mauvais parents. Il y a un contexte. Voilà, il y a un contexte. À partir du moment où tu fais du mieux que tu peux, que t'es cohérent avec ce que tu as fait au moment où tu l'as fait, ben c'est ok. Et après, quand tu vois que tu fais des erreurs, tu vas le voir. Excuse-moi, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai pas vu comme ça. Et voilà. Le tout, c'est de s'en rendre compte et puis et d'avancer. C'est ça. Et à l'issue, donc, tu as pris ce poste-là. Comment on en vient à créer Use My Feed? Parce que maintenant, le point culminant aujourd'hui, c'est Use My Feed. C'est Use My Feed. Comment tu en es venu déjà moi, c'est au niveau startup. Déjà, comment tu t'es dit, je vais créer une startup? Et après, de rentrer dans ce business-là, ce domaine-là. Alors moi, je dirais, pour rebondir sur le mot start-up, à tous ceux qui pensent ce que c'est qu'une start-up, je ne savais pas ce que c'était qu'une start-up. Je disais start-up parce qu'on me disait start-up, jusqu'au jour où une personne qui est devenue un très bon ami, que j'ai rencontré dans le réseau, comme ça, m'a inscrite à une vraie formation et m'a offert une vraie formation start-up. Là, j'ai compris. C'est quoi une start-up? Parce qu'une start-up, c'est quand même pas pareil qu'une entreprise, même si on a les mêmes difficultés au quotidien. C'est quand même pas pareil. C'est important de le dire à nos auditeurs parce qu'on parle beaucoup start-up, esprit start-up et tout ça, mais en termes, on va pas rentrer dans un cadre légal, mais effectivement, il y a quand même une grosse différence en termes de gérance entre une SARL, on va dire une société on va dire classique et une start-up. Oui, là, moi, ce que je fais comme définition, ma définition à moi, après il y a la définition globale, mais en fait une start-up, ça c'est la définition globale, c'est que déjà ça doit être scalable. Ça veut dire que ton projet, il doit être normalement, il peut dépasser la frontière de la France, de l'Europe et du monde. Il est scalable. Donc là, on parle de start-up. C'est la définition même d'une start-up. Mais dans la base, dans le quotidien, quand j'avais une entreprise, en fait, tu ouvres tes portes, les gens viennent. Je trouve que l'entreprise, même si on a les mêmes objectifs, attention, hein, c'est beaucoup plus stable. C'est un service généralement qui est pas qu'il n'est pas innovant, parce que ton service est forcément différenciant, tu vas apporter une innovation, mais c'est pas forcément dans la tech. Et tu ouvres ton business le matin, les gens vont venir, tu fais ta vente, ils repartent. Je trouve que c'est beaucoup plus... C'est le long fleuve tranquille pour moi, l'entreprise. D'un coup, ça me paraît tellement simple d'avoir une entreprise. Et finalement, la start-up, j'en avais pas conscience et j'en ai conscience en ayant une aujourd'hui. Alors, on te dira qu'entreprendre est une course de fond. Oui, il faut y aller, il faut faire attention à son bien-être, etc. C'est une course de fond, il faut mettre pas à pas. On ne peut pas aller plus vite de toute façon qu'un créateur d'entreprise. Hein. On fait pas à pas. Mais la start-up, c'est quand même... Tu cours dans tous les sens. Et surtout quand tu es dans la tech et que tu crées une application. Ça veut dire qu'en fait, l'application, déjà, il faut la créer. Et ensuite, c'est pas une porte que tu ouvres, quoi. C'est une application, c'est dans le digital. Il faut que les gens comprennent. Il y a une innovation, il y a de l'automatisation. Et là, du coup, tu dis, OK. Et la start-up, elle est... j'ai l'impression, moi, c'est mon impression. C'est peut-être... c'est que mon impression. Mais j'ai l'impression qu'une entreprise, elle est là, genre, pour rester... tu as le temps.
tu vois, 10 ans pour créer ta notoriété. C'est plus local ou national. Alors que la start-up, t'as pas le temps. Il faut rapidement montrer de l'attraction, que ça marche, que le public est au rendez-vous, que ton produit est pas trop voilà, bancal, que ta vision et ton business model tiennent la route. Et une fois que tu as montré l'attraction, généralement, la start-up, tu vas lever des fonds. Alors que dans une entreprise classique, tu n'es pas obligé d'être associé et de lever des fonds. Tu peux y aller plus doucement. Et la start-up, ça demande des fonds. Voilà. Donc, c'est une autre vision. C'est un autre rythme aussi de travail, moi, je trouve. Je pensais pas que c'était aussi dynamique, mais c'est très, très dynamique. Moi, ce qui te correspond, du coup? Ah, bah, on est dedans, hein. Voilà, ça me correspond. Mais je trouve, c'est ma vision, hein, mais pour moi, la start-up, après, il y a des gens qui ont des entreprises à haut niveau, il n'y a pas de souci. Mais la start-up, quand tu pars de zéro, c'est un step, quoi. Il faut être accroché, il faut avoir envie, il faut avoir beaucoup de volonté, de persévérance. Faut y aller, quoi. Et au niveau de la création de l'application, bon, en écoutant ton cursus, t'es pas dans la tech, c'est pas ton domaine. Du coup, comment tu viens à créer une application alors que t'es pas du tout du... Pas du tout. Tu as pris des sous-traitants, enfin comment tu as fait? Comment tu as intellectualisé tout ça et tu as mis tout ça en œuvre? Alors, moi, mon poste était responsable d'un cabinet de recrutement et d'intérim. D'accord? Donc, au quotidien, sans tech, on avait un logiciel qui était très bien d'ailleurs, mais sans tech, on rapprochait les entreprises et les talents, les demandeurs d'emploi. Donc soit en CDD, soit en CDI, soit en intérim. Donc c'était hyper dynamique, puisque toute la journée, on faisait des matchings, voilà, et avec ces contrats qu'on activait. Et en fait, en parallèle, j'avais travaillé avec des influenceurs au début des agences d'influence. Et je suis rentrée dans une agence d'influence pour aller négocier un contrat pour activer Nabila et Jessica à l'époque. Et quand je suis rentrée dans cette agence, c'était tout nouveau. C'était la première, tout nouveau. J'ai dit à l'influenceuse qui était à côté de moi, c'est ça que je veux faire. Mais j'étais déjà dans mon poste. Je dis, c'est ça que je veux faire. Et je lui dis, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais elle n'était pas de roue dans cette dynamique-là. Elle ne faisait pas d'intérim. Donc, elle ne pouvait pas comprendre réellement ce qui se passait. Elle prenait ses contrats, ses bonbons, elle faisait la pub et c'était bien pour elle. Et ça lui suffisait d'ailleurs. C'était bien rémunéré. Et c'est vrai. Et donc, du coup moi, j'avais cette vision-là. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Sauf qu'au début de l'influence, il y avait très peu d'influenceurs. Voilà. Et quand j'étais au boulot, je disais au créateur de la société, il faudrait qu'on automatise un petit peu l'intérim, c'est trop lourd, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de contrats, il faudrait vraiment automatiser. Et lui, il n'était pas dans cette dynamique-là, mais c'est normal, il était plutôt en fin de carrière, moi j'étais en début, donc on n'avait pas la même vision et je le comprends. Donc du coup, il me disait, Sonia... genre la fille hyper dynamique et lui, la force tranquille, saut, tranquille. Et du coup, je me renseigne et je vois Kappa. Kappa, première agence d'intérim, Stéphanie Delestre, qui veut être mon associée aujourd'hui. Elle l'a vendu 100 millions. Voilà. Et avant qu'elle passe, là, il y a quelques semaines, à qui veut être mon associée, je vois Kappa, je regarde l'environnement, je me dis, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Je ne vais pas réinventer. Elle est déjà dans le game. Avant que ça marche, en plus, c'était très innovant ce qu'elle avait fait dans l'intérim. Du coup, je laisse de côté. Et il y a un moment où le matching s'est fait. Où une nuit, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, il faut que je crée. Et c'est là où je me suis levée, j'ai pris une feuille, j'ai écrit, j'ai dessiné, et j'ai mis géolocalisation. Et là, je me suis dit, on va géolocaliser les influenceurs et on va les faire matcher avec les business locaux, les commerçants. J'étais commerçante. Et en fait, je n'ai rien fait de plus que finalement, travailler avec des influenceurs, je l'avais fait. Commerçante, je l'avais fait. Et l'intérim, j'étais dedans. Et du coup, c'est la symbiose de ces trois activités qui m'ont poussée à créer Use My Feed. J'étais pas du tout dans le digital, donc ça a été sport, très très sport. Parce que l'application, c'est quand même c'est du développeur, c'est des devs, c'est du temps. S'il y a un mot, c'est de la résilience. Oui. C'est de la frustration pour le deuxième mot. Voilà, mais moi je me suis beaucoup formée sur le terrain et j'ai fait beaucoup de formations, marketing digital, etc. pour me mettre à niveau. Et après j'ai pris une société externe pour développer le produit que tu vois aujourd'hui sur iOS et Android, puisque c'est deux applications différentes, même si c'est les mêmes, donc deux manières de coder différentes. Et là j'ai un développeur et je suis hyper contente qui rejoint l'aventure en tant qu'associé et qui va prendre la suite. Ok, génial. Voilà.
Donc ça avance encore. Ben là, elle est sortie, donc ça fait 6 jours qu'elle est en ligne. C'est déjà pas mal. Et 6 jours qu'elle est en ligne, 18 mois de développement à corriger, recorriger, à voir aussi le marché qui évolue. Donc, toi, tu es sur un produit qui est figé et tu vois le temps de développement et tu vois le marché évoluer. Le marché qui évolue forcément. Donc ça te crée des frustrations parce que tu te dis, mais moi, je veux ajouter ça et moi, je veux ajouter ça. Et maintenant, Twitter, ça s'appelle plus Twitter et j'ai marqué Twitter, tu vois. Donc ça, c'est ça. Et tu as les bugs. Voilà, il faut savoir que quand tu crées une application, si vous créez une application, soyez prêts à gérer les bugs. Si vous n'êtes pas prêt à gérer les bugs, si vous n'êtes pas prêt à accepter les bugs, ne créez pas d'application. Et le conseil aussi que je donne, c'est qu'une application, c'est magique. Waouh, je vais créer mon application, je vais rester chez moi, et les gens vont bosser, ça va être trop fun et je vais gagner de l'argent. Faux. L'application, je le dis, comme ça ils le savent, l'application est un objet pour moi qui est mort. Voilà, c'est un objet qui est figé, c'est un objet qui est mort et c'est un objet qui vit à travers toi, à travers les porteurs de projets, à travers ton énergie, à travers ta créativité quand tu n'as pas de pognon. Parce que quand tu n'as pas de pognon, il va falloir être créatif pour pouvoir attirer le regard sur toi. Et donc l'objet, il est fun, mais il est mort pour moi. Et il prend vie à partir du moment où les porteurs de projet ou le porteur de projet s'active. Voilà. Donc en fait, on est loin d'être entier. Ouais. On est au début. Au début, Voilà. ouais. Bah, du coup, sur l'intellectualisation de ton projet, ça revient à ce que tu nous disais en amont, où en fait, tu as été chercher tes qualités, ton savoir-être, ton savoir-faire, tu as fait un mix et tu as créé cette belle application. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça, mais oui. Ça revient un peu à tes tableaux, est-ce que tu mettais. C'est ça, finalement, tu fais. Dans quoi je suis doué, dans qu'est-ce que j'ai à ma disposition, et tu as créé ces. C'est ça, et je pense qu'il y avait un besoin sur le marché aussi. Après, une fois que tu as écrit ton projet, il y a la réalité du marché. C'est-à-dire que toi, tu as ta vision où tu dis, moi, je vais aller servir les intérêts de un tel. Après, il faut arriver à trouver la bonne recette pour qu'il y ait de l'attraction et pour servir une réelle, il faut qu'il y ait du sens, mais pour servir un réel besoin et pas se l'inventer. Et c'est un peu ça la start-up. Moi, le seul conseil que je peux donner, tous les conseils, là, du coup, j'ai fait plein de bêtises. Le conseil que je peux vous donner où j'aurais pu faire peut-être différemment, c'est quand on crée une application, les autres produits, je ne sais pas, mais sur une application, on te dit créer une V1 rapidement. En fait, il faut vite créer un premier produit avec très peu de fonctionnalités où tu vas à l'essentiel. Déjà, quand tu crées très peu de fonctionnalités, il y a moins de bugs. Il y a moins de bugs, forcément. Ouais. Alors là, tu es content. Tu vois moins les bugs, tu es moins frustré et ça met moins de temps à sortir. Et du coup, si tu crées vraiment tac-tac, vraiment l'essentiel, tu vas sur le marché, tu testes, t'écoutes, tu peux réitérer, tu peux vite modifier parce que tu n'as pas mis beaucoup de budget. Et amener plus de fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Et amener plus de fonctionnalités. Et ça te permet aussi, sur ta vision, de voir si tu es en accord avec la vision. Et, si ta vision, elle est en accord avec le marché. Parce que sinon, tu es obligé de pivoter. Des fois, tu te dis, je vais faire de l'influence B2B. Et finalement, tu te dis, oh là, ça prend pas trop. Bon, je vais peut-être ouvrir le marché ou je vais faire de l'influence. Et d'un coup, en allant sur le terrain, tu te rends compte que c'est... Bon, moi, je reste sur mon terrain, il n'y a pas de souci. Mais tu te rends compte que c'était peut-être pas ça le besoin de l'influenceur et de la marque et que tu es complètement à côté de tes pompes. Donc moi, je dis, il faut sortir vite un produit. Il y en a qui diront de faire des études de marché avant. Oui, il faut quand même faire une veille stratégique. On part pas comme ça à dépenser des milliers d'euros. Donc, on fait quand même une veille stratégique. On regarde le marché, on regarde ses compétences. Est-ce que je suis capable d'assumer ça ? Est-ce que je suis capable ? On peut dire, j'ai décidé de créer une fusée pour aller sur la Lune. Moi, j'aimerais bien, mais je suis incapable, donc je vais pas y aller. Donc, il faut voir s'il n'y a pas de barrière à l'entrée aussi. Des fois, il y a des barrières à l'entrée. Le mieux, c'est quand tu as un business avec une barrière à l'entrée. Donc, des fois, il y a des barrières à l'entrée. Si c'est, par exemple, un diplôme, une compétence que tu n'as pas, ça sert à rien d'y aller. Prends-toi un associé qui l'a. On n'y va pas perdre ton temps. Et du coup, après, voilà, je pense que vraiment un conseil que je donnerais, étudier un peu le marché, étudier les barrières à l'entrée. Est-ce que toi, tu peux apporter une barrière à l'entrée ? Ça évite que les concurrents viennent trop vite. Et va vite sur le terrain avec ton petit outil. Et ce que j'ai appris avec la formation Startup avec Pierre Gobil, qui est extraordinaire, c'est ne tombe pas amoureux de ton produit. Parce qu'en fait, là, on parle du produit, mais tu vois, je t'ai pas décrit le produit. Je t'ai pas dit, ouais, mon produit fait ça, et moi, je fais ça. Et avant
Avant, je t'aurais parlé que du produit. Moi, mon produit, il est génial, et t'appuies là, mais il est génial, mon produit. Et en fait, d'ailleurs, Anthony Bourbon le dit, les gens, ils achètent une vision. Ils n'achètent pas ton produit. Oui. Et le produit, c'est après. Une vision, une histoire. Une vision, une histoire. Ils adhèrent là-dessus. Et pourquoi on achète Nike et on va pas acheter ton t-shirt bio qui coûte peut-être 50% moins cher, parce que on va acheter la vision et l'histoire de Nike. Et donc, en fait, c'est ça. Tu crées ton produit, tu y vas. Ton histoire, si elle est authentique, il n'y a pas besoin de raconter j'ai fait ci, j'ai eu ça, j'ai souffert, etc. Tu prends ton produit, tu vas sur le terrain, tu racontes comment tu es arrivé à cette notion-là, tu racontes ta vision, où est-ce que tu veux le mener, et tu vas vite sur le marché. Voilà. Mais il faut être en accord avec... c'est pas si simple. Avec ses valeurs aussi, oui. et soi-même et ses compétences. Oui. Moi, ce que j'avais énormément apprécié, la première fois qu'on avait échangé par rapport à l'application Use My Feed, on parle beaucoup de bienveillance. Toujours, on parle de bienveillance. Aujourd'hui, c'est le mot très à la mode. Hein. Il est bienveillant. Non, il m'a juste dit bonjour, c'est normal. C'est pas parce qu'il m'a dit bonjour qu'il est bienveillant. En 2024, c'est presque de la bienveillance. C'est vrai. Mais moi, ce que j'avais aimé, c'est quand tu m'as présenté ton application qu'on avait changée, tu m'as dit, mais moi, en fait, c'est parce que j'en ai marre, ok, d'une part, que les influenceurs, certains se font un peu voler par des sociétés, on va les payer à coups de shampoing. Mais d'un autre côté, il y a aussi les entreprises où tu m'as expliqué, ouais, il y a des entreprises, en fait, ils vont prendre un influenceur, ils vont le payer un bras, et en plus, il n'est pas adapté au produit qu'il veut mettre en avant. Donc ça, c'est ridicule. Et moi, ce que j'avais aimé, c'est on parle souvent du win-win, où on se rejoint beaucoup sur cette partie win-win en business. Ben là, en fait, il y a un vrai win-win. C'est-à-dire que l'entreprise qui va aller choisir un influenceur à travers ton application, à travers tes conseils, ça va être un influenceur qui va être vraiment adapté au produit qu'il vend. Et ça, j'avais trouvé dans cette vision, on revient sur la vision, de bienveillance et de win-win, que c'était top. Et c'est ce qui en est dénué aujourd'hui. Et moi, si je peux donner comme message, en fait, là, on part sur une application avec une CEO de cette startup qui est bienveillante, mais pas qu'elle dit qu'elle est bienveillante, elle met en place des choses bienveillantes. Et ça, franchement, félicitations, parce que c'est un marché en plus qui est un peu, on va dire, dangereux, le monde de l'influence. Et toi, tu rapportes dedans de la bienveillance à travers ce marché-là. Et franchement, félicitations pour ça. Et moi, c'est ce que j'avais énormément apprécié sur nos premiers échanges, vraiment ce business win-win avec cette vision, on parle de vision bienveillante. Et je pense que de toute façon, moi, il faut qu'il y ait du sens. Donc, j'adore le marketing, j'adore vendre, mais il y a un moment où, quand tu as un enfant et que tu commences à prendre un peu de l'âge, tu réfléchis aussi autour de toi, à ta planète, ok, t'adores vendre, moi c'est mon truc, j'aime vendre, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que je vends, comment je le propose, il faut qu'il y ait du sens. Et en fait, dans l'influence, c'est quand même, comme tu dis, c'est la pente glissante, tu vois. Ma fille, hier, elle a réservé un hôtel, elle me dit avec la pente à glisse, c'est la pente à glisse, tu vois. Et c'est la pente à glisse pour de bon. Et en fait, moi, je fais de l'influence. Je travaille dans ce domaine-là pour aider les créateurs à être autonomes dans leur activité, à peut-être en vivre à 100% s'ils y mettent du leur, parce qu'après, il y en a qui veulent tout sans trop bosser. Il y en a qui ne veulent pas être à 100% sur leur activité, c'est très bien. Mais je vais leur donner en tout cas les outils, la force, la boîte à outils pour qu'ils puissent être autonomes grâce à cet outil, grâce à l'application. Ils ont leurs factures, ils trouvent du business, ils ont leurs contrats, on les sécurise, on les paye en automatique. Ils n'ont plus qu'à vraiment se focus sur la partie création. Maintenant, côté marque, on a des marques, aujourd'hui les petites marques, les commerçants, les startups qui se lancent, qui ont des tout petits budgets, mais qui aimeraient gagner en visibilité. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent, tu veux des influenceurs, tu ne sais pas comment connecter avec eux, tu as très peu de temps. Et cette application, elle vient réunir ça. Je suis un petit créateur, j'ai besoin d'un influenceur, je vais mettre le budget que je souhaite ou le cadeau que je souhaite et on va voir si ça postule. Si ça postule pas, mon gars, c'est que ce que tu as demandé, c'était beaucoup trop, comme un peu une offre d'emploi par rapport à ce que tu rémunères, donc rémunère un peu plus. C'est le marché de l'influence c'est le marché vraiment au niveau tarifaire qui va s'équilibrer, qui va se créer via l'application, puisque nous, on n'impose aucun tarif, c'est la marque qui propose ces tarifs et c'est l'influenceur qui postule ou pas. Quand tu as un wagon d'influenceurs qui postulent, c'est que tu es au juste prix. Quand tu n'as personne, c'est que il faut ajuster ton prix ou en tout cas ta proposition et ta demande. Et oui, on a un souci au niveau de l'influence aujourd'hui qui est terrible, c'est comment je fixe mon prix. À cause de ce sujet-là, comment je fixe mon prix, on perd
Je pense qu'on doit perdre 90% de nos contrats, mais même en agence. Parce qu'en agence, j'ai des marques qui me donnent un budget, j'ai des influenceurs qui sont à un budget, et j'ai des incohérences des deux côtés. Donc des fois, c'est l'influenceur qui exagère, des fois, c'est la marque qui exagère. Et moi, je suis toujours là en train de ménager la chèvre et le chou. Et c'est fatigant, parce qu'en fait, entre le timing là, la marque, elle a signé avec 4 autres influenceurs, on a perdu le contrat. L'influenceur, il part dans la nature, il veut plus te répondre. Et toi, tu es toujours en train de négocier ce qui pourrait aller très très vite quand ils se trouvent tous les deux, sans forcément passer par moi. Et voilà, et sur l'application, là, ce sera beaucoup plus rapide. Après, on a quand même l'agence où on fait ce job-là, où les marques nous confient la stratégie d'influence au départ. Et ils nous confient un budget, ils nous disent voilà, nous on ne veut pas s'en occuper ou on n'a pas le temps. On travaille en co-construction et c'est moi qui fais toute la partie sourcing. Je leur propose après les profils, ils les valident et c'est moi qui après active les influenceurs et suis vraiment la campagne jusqu'à la fin. Voilà, on a sur cette partie agence. Mais l'objectif sur l'influence aujourd'hui, oui, c'est de le rendre, de l'humaniser un petit peu, de peut-être discuter d'autres choses c'est ce que j'essaie de mettre aussi en place sur mes réseaux sociaux. Hier d'ailleurs, un des tips que j'ai mis en story, c'était celui-là. Intéressez-vous au créateur un peu plus que à son contenu, de créer des relations durables. Et voilà, et je pense qu'on peut y arriver, que c'est un nouveau métier aujourd'hui pour de bon, puisque aujourd'hui avec la loi influence, c'est un nouveau métier. Donc voilà, et derrière on va mettre l'impact environnemental. Et justement, comment, en tant que créateur de contenu, il y a différents mots. Pour toi, en moins de 30 secondes, est-ce que tu peux me définir un influenceur ? Quelle est la définition d'un influenceur ? Pour moi, l'influenceur, c'est quelqu'un qui a une communauté. Donc, il y a plusieurs types d'influenceurs, les célébrités, les macros, les micros et les nano-influenceurs. C'est pas les mêmes. Il y a les créateurs de contenu et les UGC. Et il y a les clients aussi qui sont des influenceurs. Mais finalement, un influenceur, en dehors de mon activité pure, c'est quelqu'un qui est expert ou non d'un produit et qui va pouvoir influencer, c'est le même mot, hein, désolé, ou emmener sa communauté, son audience, son voisin. Voilà, c'est un peu passe le message à ton voisin, la chanson, là, à changer le comportement ou la vie de l'autre, tout simplement. Okay. Voilà, et après, on a le métier d'influenceur où là, on monétise finalement le fait de donner son avis et d'emmener les gens à changer d'idée ou à découvrir un produit ou un service. Ok, on va passer sur un premier petit jeu. Je vais te donner le nom de 20 personnes et tu me dis très rapidement si selon toi c'est un influenceur ou non et quel type d'influenceur. Ok, type d'influenceur, ça veut dire célébrité, d'accord. Comme tu veux. Et si c'est un influenceur pour toi ou pas. D'accord. Ça te va ? Si je le connais pas, je te dis Joker. Tu peux me dire Joker. Je pense que normalement on a cherché des gens que tu devrais connaître. Que je connais. Ouais. Donc on va commencer par le premier nom, Cédric Doumbé. Oui. Influenceur ? Influenceur. Quel type ? C'est une célébrité. D'accord, ok. Maintenant. Léna Vivas. Léna Vivas, c'est qui Léna Vivas ? Ah, c'est ma fille qui m'a donné le nom. C'est Léna Situation, non ? Non, c'est elle est sur TikTok et tout ça, il me semble. Ah, c'est possible, mais il y en a tellement. Si tu me la montres, Léna Vivas, Joker. Camille la danseuse. C'est des TikTokers, ça ? Connais pas. C'est bien que tu les connaisses pas. Alors en fait, non, mais c'est un réel sujet. Aujourd'hui, il y a plus de 150 000 influenceurs en France. Donc ceux que ta fille connaît, je ne les connais pas généralement, puisqu'on n'a pas la même cible. Bien Moi, sûr. Je connais beaucoup plus les influenceurs qui ont entre 30 et 40 ans. D'accord. Paga des Marseillais. Ah, c'est un influenceur. Mohamed Ali. Oui. Mais comment tu le classes en tant qu'influenceur ? Lui, il est Paga et Mohamed Ali, c'est des célébrités. D'accord. Paga parce que télé-réalité, aujourd'hui, il peut juste filmer ses vacances et tout le monde va le suivre. Et Mohamed Ali, parce que forcément, lui, c'est une célébrité, mais sur le côté sportif. Donc, c'est eux, ils sont dans le top. Mike Tyson. Célébrité. Marco Mouli. Ah, oh là, Marco Mouli. Célébrité. Alors, par la force des choses. Et alors, est-ce qu'il est influent ? Est-ce qu'il est influent ? En tout cas, Marco Mouli, est-ce que tu fais du marketing d'influence ? Est-ce que tu veux rentrer dans mon agence ?
Marco Mouli, Alors, je pense Marco que... Mouli, on l'invite à venir répondre à cette question ici parce que alors, Ouais. pour la petite anecdote, sur notre compte Insta, on avait fait un jeu en demandant à nos followers qui ils aimeraient avoir sur ce plateau. Et certains nous ont mis Marco Mouli et il m'a répondu. Il m'a écrit en privé en me demandant c'était quoi le concept du podcast. Donc je Super. lui ai expliqué, il m'a dit avec grand plaisir. Bon, quelques jours après, il est parti en prison. Ah, Donc on mince. espère qu'à sa sortie de prison, Marco vienne répondre à cette question. Voilà, ici. mais Marco Mouli, oui, célébrité aujourd'hui. Célébrité, ouais. Célébrité. Et influent aussi. Et influent, parce que je suis certaine que Marco Mouli, il est influent aussi quand... il est influent quand il explique pourquoi on irait travailler pour le SMIC. Voilà. sûr. Et je pense qu'il est influent et pas que il n'est pas là pour vendre des produits et des services, mais sur son mindset, sur ce qu'il propose. On adhère ou pas. Moi, je suis pas là pour Bien juger. sûr. Mais aujourd'hui, il a une place. Ah oui, non, mais influente. et je pense aussi. Oussama Hamar. Oui. Ouais. Ben ça fait partie des... C'est pas une célébrité, du coup, ça fait partie des experts. Et eux, finalement, dès qu'ils t'apportent une clé, généralement, s'il te dit j'utilise telle société, j'utilise tel service, il va te faire gagner du temps et tu y vas, tu fonces, c'est rare. Du temps et de l'argent. Du temps et de l'argent. Donc ça, c'est vraiment, c'est les experts, ça. Kylian Mbappé. Ah bah oui. Célébrité. Célébrité, et lui, du coup, sportif. Ouais. Voilà. Booba. Ah bah oui, influent. La preuve. Très influent. Il nous a fait, il a quand même fait fermer une société qui pesait 40 millions par an, donc très très influent. Et Booba a monté son agence d'influence. Très Vous êtes très au fort. courant? Il a monté son agence. Ouais, je sais. Donc Booba très très influent. Oui. Booba qu'on salue. Booba. On voit pas d'histoire avec lui. Hein. Non, Parce que quand il est sur tes côtes, c'est. Voilà. Mais c'est non, terminé. forcément très influent. Ouais. Moi d'ailleurs que je suis depuis ses premiers albums. Ouais. Moi, ma j'adore. fille chante du Booba dans sa chambre. Ouais. Si tu peux éviter de mettre les gros mots. Lena Situation. Oui. Inox Tag. Bah, Lena Situation, c'est waouh quoi. Ouais. C'est Lena Situation. Pourquoi c'est waouh? Ben, c'est extraordinaire. Je veux dire, elle est d'une puissance redoutable. Elle est invitée partout. Et même, là, l'autre fois, je regardais, parce qu'on fait le calendrier social média, nous. Donc, on te dit quand c'est la fête du popcorn. C'est pas aujourd'hui la fête du popcorn, d'ailleurs. Et l'autre fois, c'est la fête de Barbie. Du coup, je fais des recherches et tout. Lena Situation a une Barbie. Enfin, c'est dingue. D'accord. Voilà. Okay. Et Lena Situation, elle est très, très puissante. Elle est très, très puissante. Ouais, ça fait partie des premiers... là, comme ça me dit rien. Il doit être connu, hein, si tu me le montres. Mister V. Me dit rien. Michou. Oui, bah oui, forcément. Célébrité, lui, hein, maintenant. Ouais, célébrité. Ouais. Ça fait partie des macros, mais c'est une célébrité. Malgré tout. C'est quoi un macro pour toi? Les macro-influenceurs, c'est juste en dessous des influenceurs. Les macro-influenceurs, c'est plus d'1 million de followers. On les catégorise généralement nano, micro, macro, célébrités, en fonction de l'audience. Mais les célébrités, c'est des influenceurs qui sont soit des artistes, soit des sportifs, soit des acteurs, soit de la télé-réalité. En dessous, tu as les macros. Et les macro-influenceurs, ça peut être des créateurs de contenu qui se sont créés tout seuls et qui sont montés petit à petit et qui ont plus d'1 million de followers. Et il y a des macros qui sont aussi des célébrités. Voilà. Et après, tu as les nano-influenceurs et les micro-influenceurs. Ça, c'est les plus petits influenceurs, mais qu'il ne faut pas négliger puisqu'ils ont une puissance locale ouais. et un engagement dingue. Voilà. Et ça, c'est ta cible, toi, non? Ah oui, c'est ma cible. Ma cible principale, c'est les micro-influenceurs et les nano-influenceurs. Mais à ma grande surprise, l'application est sortie depuis 6 jours. Et en fait, on a des plus gros influenceurs qui se sont inscrits. Et on a des influenceurs qui sont des célébrités en attente là. Donc on ne pensait pas que ça allait... aussi haut. On ne pensait pas que ça allait intéresser spécialement au démarrage des célébrités. Comme quoi, que c'est innovant et que c'est vraiment bien pensé. Comme quoi, il faut lancer son produit vite, aller le tester. Et Comme quoi que tous tes conseils sont bons à prendre et merci de ton expertise. Et il reste quelques-uns. Barack Obama. Ah bah oui, forcément. Nasdaq. Nasdaq, bah oui. Nasdaq. Comment tu le qualifierais? Parce que lui, elle est particulière son histoire aussi. Nasdaq, pour moi, c'est pas une célébrité. Ça va devenir, ou ça l'est presque. Bah, il est hyper connu, hein, mais... Désolée, Nasdaq, c'était une célébrité. J'aimerais bien que tu investisses d'ailleurs. Le message est passé. Nasdaq, pour moi, c'est un macro-influenceur.
et c'est un créateur de contenu qui n'est pas passé par la télé. Donc et puis là, quand on parle de bienveillance, alors je ne suis pas un grand fan de ce milieu des influenceurs. Je me suis intéressé à son contenu et à son mindset en termes de bienveillance. Enfin, waouh, ce qu'il fait, c'est top pour sa communauté, tu vois, de redonner à sa communauté, je trouve ça incroyable. Oui, il redonne à sa communauté ce qu'il redonne à sa communauté, il partage, et c'est pas qu'une question d'argent aussi, c'est une question de montrer la voie. Bien sûr. Alors il l'a montré, on pourrait, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai il y a du pour et du contre, parce qu'il y a quand même l'argent qui est en plein milieu, je te donne 50, je te donne 100, du coup ça fait monter, voilà. Et il y a des situations, voilà. Que je valide pas forcément, mais après il répond à sa communauté aussi, hein. Je suis pas forcément sa communauté principale. Par contre, oui, effectivement, je pense qu'il est source d'inspiration pour ceux qui viennent de son milieu et qui pensent que c'est pas possible. Exactement, c'est Voilà. ça que moi je trouve top. Il reste Teddy Riner. Oui, bah oui. Oui, et lui d'ailleurs, je trouve que il fait beaucoup de pubs et c'est, je sais pas s'il fait pas de l'influence classique, mais oui, Teddy Riner. D'ailleurs, j'étais en lien avec un de ses agents il y a pas très longtemps, voilà, qui était ancien agent de Teddy Riner et qui a bossé avec lui, qui m'a dit que c'était très sympa. Et que si on avait besoin des services de Teddy Riner, si vous avez besoin des services de Teddy Riner, nous avons le contact. Ok, bon, voilà. C'est bon à prendre. Et pour toi, du coup, vous allez le signer, non? Non, c'est si, en fait, en dehors de l'application, sur l'agence, on a toutes les demandes possibles et inimaginables. Okay. Je veux Teddy Riner, je veux Benjamin Castaldi. On a tourné avec Benjamin Castaldi la semaine d'avant, j'étais à Paris pour une start-up. Il y en a qui veulent Nabila et il y en a qui veulent des influenceurs un peu moins connus. Okay. Donc en fait, moi, à partir du moment où on me passe la commande, j'étais chasseur de tête, je suis chasseur d'influenceurs. Je te cherche la célébrité, le talent et on monte le... Après, il y a toute la partie stratégie marketing et après, on monte le contrat et c'est OK. Macron? Ah bah oui. Macron, il est influenceur, de toute façon, il nous donne pas le... On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix, donc voilà. Et le dernier, je pense que c'est un expert, Yomi Denzel. Oui, bah oui, ça fait partie aussi des experts. Des experts et les experts, l'influence B2B, l'influence, les experts qu'on peut retrouver sur LinkedIn, etc. C'est hyper puissant, ça commence à prendre de la place. Tu vois, c'est un peu une des frustrations quand tu crées ton projet, le marché évolue et ton produit, il n'est pas forcément raccord. Mais c'est quelque chose que je suis de très près et que je vais intégrer sur la plateforme parce que nous, on a déjà la catégorie expert, mais on n'a pas la catégorie encore B2B. Voilà. Okay. On a influenceur d'un côté, marque de l'autre. Alors qu'en fait, tu peux être les deux. Et les experts sont de plus en plus sollicités. Peu importe le nombre de followers, c'est pas ça qui compte, c'est l'expertise et la force de frappe et l'engagement. Parce que un expert, comme je te dis, s'il donne son avis sur un produit, c'est mesuré. Il va pas donner son avis pour un billet, pas du tout. Il va donner son avis parce qu'il sait que le conseil qu'il va t'apporter avec cet outil apporte une réelle plus-value. Voilà. Par rapport aux influenceurs qu'on a cités, on va finir ce petit jeu par le top 5 de tous les noms que j'ai donnés avec lesquels tu souhaiterais collaborer. Ok. En numéro 5. En numéro 5, avec une marque ou avec mon application ? N'importe. Bon, Nasdaq, Selena, Situation, forcément, je souhaiterais collaborer parce que c'est vraiment, on est au cœur de mon activité. Donc, si je pouvais déléguer ces personnes, pour déléguer, c'est un terme de l'intérim. Mais si je pouvais activer ces personnes pour des marques, ce serait génial. Après, les deux experts que tu m'as dit, c'était Yomi Denzel et Oussama Ammar. Voilà, forcément, Oussama Ammar, ce serait waouh, voilà. Et le 5e, je dirais Mbappé parce que j'ai fait 10 ans de foot. Ok. Pourquoi pas. Nous aussi, on aimerait bien l'avoir à ta place un jour, Kylian. Voilà. Ok. On va passer au prochain jeu. Le prochain jeu que tous nos invités passent. Donc pendant 79 secondes, je vais te poser le plus de questions possible.
Je m'accroche. Et je n'ai aucun doute qu'avec ta spontanéité, on va avoir un bon moment. Ton surnom préféré? Le mien, Hmm. Sony. Ton plat préféré? Les lasagnes. La personne la plus connue de ton répertoire? Je dirais aujourd'hui, je sais pas, ça me vient comme ça, Stéphanie Delestre Ok. de Kappa. Ta plus grande réussite? Ma fille, Ton échec le plus utile? la fermeture de mes magasins. La chanson que tu écoutes mais que t'assumes pas? Peut-être Sardou. Laquelle de Sardou? Le fauteuil. L'influenceur le plus sous-coté selon toi? Chana Cress. Pourquoi? Je dis juste pourquoi. Parce que c'est un monstre de travail. Et elle gagne très très bien sa vie, etc. Mais personne ne sait à quel point elle bosse. Et c'est une businesswoman de dingue. Ok. Voilà. Ton dernier message reçu? Mon dernier message reçu. Qu'est-ce qu'on a reçu? Mon stagiaire, je suis là. La dernière chose que tu fais en te couchant? Mettre mon réveil. Le client idéal selon toi? C'est le client qui me fait confiance. La dernière fois que tu as pleuré? Mercredi, quand j'ai vu les bugs, Ok, je te remercie. On va passer à notre dernier jeu qui s'appelle la playlist inspirante. c'est la musique ça? C'est la Je musique, suis nulle en exactement. musique. On va découvrir tes goûts musicaux et les Oh. musiques qui font ton quotidien. Super. Si je sais pas, je dis Pikachu. Hein. Ou Joker. Joker. Si ta vie était une chanson, quelle serait cette chanson? Il est où le bonheur? Il est où Ok, le de bonheur? Christophe Il est Maé. où? Ok. Il est où? J'adore cette chanson. La musique parfaite pour te booster. Moi, j'écoute des podcasts pour me. Ah, moi, ce qui me booste, c'est pas la musique, c'est Oprah. Ok, Donc, c'est ma musique à moi. d'accord. Ouais. Je prends. Ouais. La musique que tu écoutes pour fêter une victoire. Attic. J'adore Attic, je suis fan. Laquelle d'Attic. d'Attic? J'adore tout Attic, mais par exemple, Tipeee, j'adore. Enfin, tout son répertoire. Si Use My Field était une chanson, quelle serait-elle et pourquoi? J'écrirai une chanson, je crois. Tu ferais ta propre chanson? Ah ouais, je pense que j'écrirai une chanson, mais après, quelle serait j'écrirai une chanson, je pense. Alors, écris la chanson et un de nos prochains invités est un rappeur d'afro et il te la Voilà. fera pour toi Voilà. avec grand plaisir. My Feet, c'est ouais. La dernière musique que tu as écoutée? La dernière musique que j'ai écoutée. Tu vas me dire, elle écoute que du Attic. Alors moi, j'écoute Attic, principalement. J'écoute Booba. Ah, la dernière musique, c'était avec ma fille. C'est ma fille qui décide un peu. Petite fille de Booba. Petite fille, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà, alors il y a un gros mot dedans. Voilà. Mais c'est une très bonne chanson, j'adore. C'est The chanson, ouais. J'aime beaucoup. Je valide fort. D'ailleurs, validé, qui est aussi une des chansons de Booba. De Booba. Ok, super, merci pour cette playlist inspirante, Mais Sonia. je t'en prie. Avant de finir, j'ai quelques questions à te poser, des dernières questions. Et je voudrais que tu y répondes, mais vraiment de manière très très courte et spontanée. Tu as beaucoup parlé de ta fille pendant notre entretien. Qu'est-ce que ta fille possède que toi tu n'as jamais eu? Elle est créative. Une seule chose? Non, non. Non, ma fille, elle est créative. Elle est. Moi, j'aime bien dire que ma fille, c'est une vieille âme. Elle a une sensibilité particulière aux autres. Elle t'inspire. Elle fait avec rien un tout. Voilà. Et elle fait quelque chose de plus que moi. C'est-à-dire qu'elle sait travailler et elle sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter et prendre du plaisir. Ok. Voilà. Donc elle m'aide à
aller vers cette notion Cette de, notion, ouais. de calme et de On apprend de plaisir. tous, hein. On Mm. apprend de tous et tout le temps. Comment gères-tu la gestion des égos au sein des influenceurs et des chefs d'entreprise, des marques? Parce qu'il y a beaucoup d'égos, on le sait, dans ce milieu-là, comme dans tout le milieu où il y a une visibilité et où il y a une concurrence. Mm. Comment, toi, tu arrives à gérer tous ces égos? Alors, l'ego, il est sur la table et il est immense et des fois, il prend toute la pièce en énergie. Parce que moi, voilà, l'énergie, je la vois et des fois, elle prend toute la place en énergie. Au début, quand tu rentres sur le marché, tu te prends tous les égos de tout le monde. Et je crois que c'est dans un livre, je sais pas si c'est Robert Kiyosaki qui dit ça, qui dit de toute façon, la vie, elle va te bousculer de droite et de gauche. Et ce que j'ai compris en fait avec cet ego-là, c'est que moi, ça me bousculait beaucoup et qu'il y avait très peu de sens en fait. C'est pas comme dans l'intérim où en fait on rend un réel service. Là, on avait des égos qui s'entrechoquent et au milieu, on prenait pas du tout en compte le mien. On prend pas du tout en compte mon ego et moi j'en ai un aussi, il en faut un tout petit peu quand même. Voilà. Donc en fait, au début, on se laisse bousculer et ensuite on apprend à dire non. Et j'avais fait un post sur LinkedIn où j'ai dit non à une influenceuse qui faisait 1 million de followers qui voulait rentrer en agence en exclu. Et j'ai dit non. Et en fait, comment on apprend à gérer c'est win-win, c'est triparti. Il faut que la marque, c'est elle qui paye, il faut qu'elle ait un retour sur investissement. Sur l'investissement. Voilà, on ne parle pas de vente, on parle de satisfaction client. Pour moi, le client est au cœur de mon activité. L'influenceur aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment tripartite, il doit gagner, il doit être respecté, mais on ne doit pas oublier aussi qu'il y a une agence et que l'agence, on n'est pas là pour faire un passe-plat. Et donc voilà, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à se dire non pour pouvoir dire non, à se respecter. Et moi, je n'ai jamais, dans toutes mes activités, même si on est tous là pour gagner de l'argent, et je suis là pour vous faire gagner de l'argent, que ce soit mes clients et mes influenceurs, je ne cours pas derrière l'argent. Et en fait, le fait de ne pas courir derrière l'argent, tu cours pas derrière les gens et ta posture, elle est différente. Voilà. Alors que si tu vas vers cette course folle de, je dis Mario Kart, les influenceurs sont souvent sur une voiture de Mario Kart, il y a la pièce, ils foncent et ils détruisent tout sur leur passage. Moi, je veux pas monter dans le kart. Je préfère un business un peu plus lent et ne pas aller vers l'argent. Et du coup, quand tu as des égos qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs, avec les valeurs fondamentales de ton entreprise, parce que j'ai le respect de mon client et qu'il est hors de question que j'active un influenceur qui ne respecte pas mon client, soit on passe à un autre influenceur et on dit non, soit l'influenceur va comprendre mon message et va vouloir entrer dans la team Use My Feed. Ok. Voilà. Pour terminer, si tu avais un message à passer à une personne, ce serait qui et lequel? Oui, un message à passer, ce serait à Jean-David Romby, qui a créé Cornet, qui est une application qui permet de mettre en relation les porteurs de projets comme moi et les BA, les business angels. Donc il y a les investisseurs, etc. Mais ça peut être les entrepreneurs qui ont envie d'investir et qui ont envie de prendre part à l'aventure Use My Feed ou à d'autres aventures. Il a créé Cornet et c'est une personne en fait que j'ai rencontrée via le réseau. Qui m'a aidé, qui m'a mis, comme je t'ai dit, sur la cohorte de Pierre Gobil pour apprendre qu'est-ce qu'une start-up et qui m'aide tout le long, qui m'a aidé tout le long de mon parcours. Et je pense que vraiment, sans lui, aujourd'hui, le parcours aurait été différent. On serait peut-être au même endroit, mais un peu plus dur. Et quand tu rencontres des personnes aussi bienveillantes que ça, qui t'aide. Voilà. Donc, c'est cette personne que je souhaite remercier. Et je vous invite à aller voir Cornet si vous voulez déposer un dossier Ok. voilà, pour lever des fonds. Le message est passé. Et on finit toujours, nous, par qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain podcast? Moi, je dirais qu'il y a une entrepreneuse qui est influenceur aussi. Bon, Sally Sanogo, ce serait cool qu'elle vienne jusque chez nous. J'allais rebondir, Sally Sanogo. On te passe le Voilà. message. J'ai vu que tu suivais Use My Feed. Vraiment, ça me ferait plaisir que tu viennes. En plus, j'ai vu que tu étais ivoirienne. Non, là, c'est gâté. Voilà, donc je pense que Sally Sanogo, si elle peut venir... avec grand plaisir. Voilà, je pense que ce serait sympa et elle viendra certainement dans le sud pour les vacances. Eh bien, si tu nous entends, on t'attend, on est là. Sonia, merci beaucoup. Merci à Franchement, toi. c'était top. Merci à toi pour on a passé un très bon moment. également. C'était cool. Et bonne continuation Partagez. pour la suite.
pour Use My Feed. On lui souhaite vraiment toute la réussite qu'elle mérite et que tu mérites. Merci.